Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le peuple marocain célèbre la fête de l'indépendance. Une célébration gravée dans les annales de l'histoire du royaume. Commémoration d'un moment fort, celui de la fin du régime du protectorat et de l'avènement de la liberté et de l'indépendance. Un moment clé dans l'histoire contemporaine du Maroc, chargé d'enseignement. Clôture du forum des Med Days, un vrai laboratoire d'idées. Des thématiques d'actualité étaient au cœur des débats. Intégration économique, infrastructure, énergie, leadership marocain dans plusieurs domaines à l'échelle du continent et crise géopolitique. Tout cela pour mieux comprendre les enjeux du moment dans un monde en ébullition. Nous irons enfin à Essaouira. La cité des Alizés ne cesse d'éblouir ses visiteurs avec ses magnifiques paysages naturels, ses belles plages et des spots réputés pour de sports de glisse. Toutes ces potentialités lui ont valu un bon classement parmi les 50 meilleures villes à visiter en 2024. Bonsoir à tous. Nous vous le disions en titre, le peuple marocain commémore aujourd'hui le 68e anniversaire de la fête de l'indépendance. Une étape charnière dans l'histoire du royaume, elle scelle le triomphe du trône et du peuple pour s'affranchir du joug du colonialisme. Un moment clé dans l'histoire contemporaine du Maroc, chargé d'enseignement. Boubacar Ben Ghebret. Considérée comme une étape phare de l'histoire contemporaine du royaume, la fête de l'indépendance célébrée le 18 novembre commémore l'annonce de la fin du protectorat. La fête de l'indépendance incarne la symbiose singulière qui unit le peuple et le glorieux trône alaouite. Le 18 novembre, un moment de gloire annonçant la fin de l'ère de la tutelle et du protectorat et l'avènement de l'aube de la liberté et de l'indépendance. L'événement vient aussi couronner une longue période de lutte menée par le peuple marocain. Une période jalonnée de sacrifices et d'événements décisifs, dont le soulèvement contre le Daïr berbère de 1930. La date du 16 novembre 1955 restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les Marocains qui, sous la conduite du regretté souverain, ont mené une lutte des plus acharnées pour se libérer du joug du colonialisme français et espagnol. Une lutte incarnée dans l'initiative historique du Manifeste de l'indépendance présenté le 11 janvier 1944 par les leaders du mouvement national. Ce processus s'est concrétisé par le discours de Feu Sa Majesté Mohammed V le 10 avril 1947 à Tanger. La fête de l'indépendance permet ainsi aux générations montantes de se remémorer les innombrables sacrifices des fils de la nation, notamment en août 1953, après que les autorités coloniales ont décidé d'exiler le symbole de la nation, Feu Sa Majesté Mohammed V, son compagnon de lutte, Feu Sa Majesté Hassan II, et le reste de la famille royale. Cet exil avait provoqué la révolution populaire confortée par la détermination du père de la nation à continuer la lutte et le lancement des opérations de l'armée de la libération, conduisant ainsi les colonisateurs à capituler et à accepter le retour à la mère patrie de Feu Sa Majesté Mohammed V. Days touchent à leur fin. 4 jours de débat autour du thème Polycrise, Polymonde, avec plus de 200 intervenants de haut niveau qui ont porté leur regard autour de problématiques globales, l'intégration économique, les infrastructures ou encore le développement durable, mais pas que. Les Med Days étaient également l'occasion de jeter de la lumière sur la présence prépondérante du Maroc à l'échelle continentale, renforcée par la diversité de ses investissements en Afrique, mais également son engagement dans le domaine de la lutte antiterroriste et pour la paix en Afrique et dans le monde. Avec moi ce soir en direct depuis Tanger, Khalid Benhammou, directeur du projet Sahara Wind. Bonsoir Monsieur Benhammou. En ce jour de clôture, quel bilan dressez-vous des Med Days 2023 et quels sont les moments forts qui ont marqué cet événement? Bonsoir. Le moment le plus fort, je pense, c'est l'appel de Tanger de 1947 qui résonne le jour de la fête de l'indépendance, notre 68e anniversaire, c'est-à-dire
finalement que le Maroc puisse porter sa voix et défendre les intérêts d'un monde globalisé en pleine mutation. Je pense qu'en termes de bilan par rapport à cette édition des Medays, c'est la 15e. Les Medays n'ont même pas été interrompus pendant le Covid puisqu'on le tenait en ligne. On a réuni donc 200 intervenants, dont 10 ministres, beaucoup d'anciens ministres aussi qui nous permettent de dégager en fait les processus de réflexion sur comment adresser des thématiques globales. Et je pense que le Forum des Medays est un forum du Sud. Et je pense que Tanger est à point nommé la ville idéale pour pouvoir ramener finalement des intervenants de plus de 90 pays. Donc ça c'est quand même significatif. Les Medays traditionnellement commencent par des thématiques de développement. On parle de l'accès à l'eau. On a commencé cette année avec justement la tragédie du Haouz et de quelle manière est-ce que notre pays, notre nation pourra rebondir sur cette tragédie pour pouvoir justement tirer les enseignements et construire un monde meilleur. Et par la suite, il s'étend à différentes thématiques. Alors pendant les premiers jours, c'est l'éducation, la santé et bien entendu mettre en valeur nos efforts considérables en matière de transition énergétique. Nous avons eu le privilège d'avoir deux ministres de l'énergie, bien entendu Madame Leila Ben Ali, ministre de la transition énergétique, justement nommée pour piloter cette transition en cours, avec le ministre de l'énergie du Malawi également. Et donc ça nous permet justement de mettre en valeur en fait une transition énergétique dont le Maroc, je pense, à échelle mondiale représente un pivot parce que nous sommes dans un monde de transition énergétique. On sait que l'Europe est confrontée à des enjeux significatifs d'approvisionnement énergétique, notamment en gaz. Et l'Afrique du Nord, notamment le Maroc, de par son interconnexion, représente une alternative justement pour pouvoir non seulement accompagner la transition énergétique nationale, celle de l'Afrique, mais aussi l'interconnecter à celle de l'Europe, qui est à ce moment-là, et on l'a vu dans le débat des Medays, puisque j'ai modéré le débat sur la souveraineté de l'eau. On est aussi au 67e anniversaire de la politique des barrages, qui a été très réussie, et maintenant on passe dans une deuxième phase, beaucoup plus intéressante, qui permet également d'intégrer les énergies renouvelables, une agriculture durable, et surtout, ce que je veux dire par là, c'est que la transition énergétique nationale va être accompagnée non seulement par l'Europe, mais surtout par des gros acteurs mondiaux qui sont maintenant, on commence à voir le 21e siècle, c'est la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Et on a eu la présence d'une forte délégation chinoise avec la délégation américaine pour pouvoir justement voir de quelle manière ces gros enjeux et ces grandes superpuissances pourraient accompagner justement cette transition vers un monde meilleur, un monde plus sûr. Alors je tiens également à préciser que parmi les 90 participants, nous avons bien entendu eu 15 pays arabes qui étaient représentés, également par une forte représentation palestinienne, pour justement évoquer des questions qui sont très sensibles à l'heure actuelle. Vous en parliez à l'instant, nous vivons dans un monde dominé par les conflits géopolitiques, par le changement climatique et l'inflation. La souveraineté économique du Maroc et de l'Afrique sont une priorité. Le Maroc avance vers cet objectif. Que reste-t-il à faire pour réussir ce challenge et par conséquent tirer vers le haut l'ensemble des pays du continent ? Alors justement, je pense que l'expérience du Maroc, le projet du Maroc est en fait un projet par essence régional, et je pense que le rôle du Maroc, de par son expérience dans le développement de ses infrastructures, on a eu une session par exemple sur l'électrification, dont le Maroc représente un des meilleurs exemples à échelle continentale, 99% d'accès à l'électricité, avec des modèles résilients, fiables et économiquement intégrés. Je pense que les interconnexions avec les pays du Sud qui sont prévues, des grands projets régionaux, on parle du gazoduc Nigeria-Maroc pour alimenter également l'Europe, qui permettra à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest d'avoir accès à une ressource qui est actuellement pas très bien valorisée au niveau du Nigeria.
Et donc ça c'est très important au niveau d'impact de développement et d'accès à l'électricité sur un continent où, je le rappelle, 600 millions d'habitants n'ont toujours pas accès à l'électricité. Donc ce sont des enjeux que le Maroc et l'Afrique ne pourra pas réaliser sans une approche intégrée. Et je pense qu'un projet comme celui du gazoduc, qui a été évoqué pour la première fois au niveau des Médèzes de Tanger il y a quelques années, présente une bonne piste pour pouvoir faire non seulement contribuer à l'accès à l'énergie, essentiel pour le développement des pays d'Afrique de l'Ouest, et également permettre de diversifier la sécurité énergétique de l'ensemble des pays en question, non seulement en Afrique mais également en Europe, et surtout basculer sur les énergies futures, celles de demain, c'est-à-dire les énergies alternatives et l'hydrogène vert dont le Maroc représente actuellement un pionnier à échelle mondiale. Monsieur Benhamou, en marge du forum Meddays et lors d'une réunion de suivi de l'appel de Tanger, 5 nouveaux signataires africains ont rejoint hier vendredi l'appel de Tanger pour l'expulsion de la pseudo-race de l'Union africaine. Où réside la force de cet appel ? La force de cet appel réside justement au fait que chaque année, il y a beaucoup plus de pays qui rejoignent cet appel. Nous sommes maintenant à 24, vous l'avez justement souligné, et à une majorité de 2/3, si on atteint 37 pays, le problème, enfin la question de l'exclusion de cette entité ne se posera plus au sein de l'Union africaine. On a vu les problèmes politiques que cela pose en termes de forums régionaux lorsque cette entité est conviée ou pas, justement, comme c'est le cas récemment en Arabie Saoudite, pour le forum arabe Union africaine et saoudo-Union africaine, dans lequel finalement c'est une présence qui n'est clairement pas souhaitée, et je pense que c'est le cas dans de nombreux forums dans lesquels l'Union africaine est conviée. Monsieur Khalid Benhamou, directeur du projet Sahara Wind, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Lutte antiterroriste à Dakhla, nouveau coup de filet des services de sécurité en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire national. Un extrémiste affilié à Daesh a été interpellé avant-hier jeudi. L'individu arrêté, âgé de 23 ans et natif de la ville d'El-Hajb, a prêté allégeance au prétendu émir de l'organisation terroriste Daesh et s'est engagé de manière active dans la préparation de plans terroristes avec pour objet de porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l'ordre public. C'est ce qu'indique un communiqué de la DGST. Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire menée par le Bureau central d'investigation judiciaire sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires de terrorisme en vue de révéler la nature de ces projets terroristes et d'identifier ses liens éventuels au Maroc et à l'étranger. À présent, je vous propose une immersion au cœur d'une ville où le soleil est généreux, le calme absolu et le dépaysement garanti. J'ai nommé Essaouira, une destination très prisée par les touristes. Ces inconditionnels viennent des 4 coins du monde. Elle est considérée comme une destination en vogue. Elle est classée parmi les 50 meilleures villes à visiter en 2024. Abdelghani Tahraoui avec Boubkar Ben Gabret. En ce mois de novembre, la cité des Alizés connaît toujours une forte affluence de visiteurs. Cafés, restaurants et hôtels l'affichent presque complet. L'ancienne Médina et les principales places publiques sont autant de lieux qui dénotent qu'Essaouira connaît en toute période de l'année un engouement particulier. On y croise des visiteurs venus d'ici et d'ailleurs. On est venu à Essaouira un jour d'excursion, on était à Marrakech. Et donc on avait passé plus de temps dans le bus qu'à Essaouira avec un très bon guide, et on s'est dit on retournera à Essaouira parce que ça nous avait beaucoup plu. Et donc maintenant on a quitté Marrakech et ça fait la 3e fois qu'on vient à Essaouira. C'est calme, les gens sont tout jolis, la nourriture c'est bon, il y a la plage. Mon mari fait le surfkite, kitesurf. C'est très très beau, et en plus l'intérieur de la Médina est de plus en plus joli, bien organisé. Et les petits hôtels, les petits riads sont très bien. Essaouira a bel et bien battu ses records en termes de visiteurs. Le nombre de nuitées affiche une forte augmentation par rapport aux années précédentes. La perle de l'Atlantique est aujourd'hui la destination privilégiée
auprès des principaux marchés émetteurs qui se traduit par l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes avec notamment Madrid et Las Palmas en Espagne. Et depuis la reprise du post-Covid, le tourisme se passe bien. Et puis surtout, ils ont remis des vols sur Essaouira qui nous fait un afflux de clients assez intéressant. Voilà. Essaouira, quand les gens disent Essaouira, ils parlent vent, mais c'est pas vrai. c'est un peu vrai, mais pas vraiment. C'est pas ça qui bloque les choses, mais au contraire, la qualité du temps. Mais ça marche. L'aéroport a permis à la ville de s'ouvrir encore davantage sur le monde. De nouvelles liaisons aériennes sont aujourd'hui établies avec de nombreuses villes européennes, notamment des villes françaises, allemandes, anglaises et d'Espagne. Essaouira est devenue au fil des ans une ville mondialement connue. Et justement, le site de voyage américain Travel Lemming vient tout récemment de dévoiler son dernier classement des 50 meilleurs endroits à visiter dans le monde pour l'année à venir. La cité des Alizés arrive en 28e position devant Biarritz et Marseille en France ou encore Sintra au Portugal. À l'international, Gaza toujours en proie aux bombes israéliennes. Plus de 80 personnes ont trouvé la mort dans 2 frappes israéliennes distinctes sur un camp de réfugiés géré par l'ONU. C'est ce qu'indique le Hamas. La première frappe a fait au moins 50 morts à l'aube sur l'école Al-Fakhoura dans le camp de Jabalia. La seconde a coûté la vie à 32 membres d'une même famille, dont 19 enfants, tous tués au sein de leur maison. Aux États-Unis, à New Hampshire, une personne est morte et plusieurs autres ont été blessés hier après des tirs dans l'entrée d'un hôpital public de cet État du nord-est du pays. Le suspect a été aussitôt neutralisé par la police. Un policier en faction devant l'hôpital est intervenu après que le suspect ait ouvert le feu. C'est ce qu'annoncent les autorités locales. En Inde, la capitale du pays, New Delhi, étouffe sous un brouillard toxique. Les autorités ont annoncé que le niveau de pollution atmosphérique est dangereux. Il est dû aux brûlis agricoles, au transport routier et aux émissions industrielles. Le niveau de ces particules fines est de 35 fois supérieur au niveau maximum fixé par l'OMS. Rappelons que New Delhi est l'une des plus grandes zones urbaines de la planète et elle est régulièrement classée parmi les villes les plus polluées au monde. Consommation, les prix des fruits et légumes sur les étals des marchés semblent prendre des ailes ces derniers temps et le moins que l'on puisse dire, c'est que la flambée pèse lourd sur le portefeuille des consommateurs. À Casablanca, c'est un reportage de Mustafa Ouda, Fatiha Oumrar et Zakaria Moukhenbillah. Des étals bien achalandés en fruits et légumes, frais et disponibles en quantité suffisante dans ce marché de Casablanca. De quoi tenter les clients, lesquels ne manqueront pas de désenchanter. Les prix affichés sont au-dessus de leur budget. L'offre est abondante, mais les prix sont élevés. Les pommes de terre sont vendues 12 dirhams le kilo, les tomates 10 dirhams. Ce n'est pas à la portée de tous. Les légumes sont chers. Nous nous contentons de petites quantités. Les courses reviennent à 400 dirhams, surtout si l'on veut prendre de la viande ou du poisson. Pour les professionnels, les prix sont soumis à la loi de l'offre et de la demande. Au marché de gros de Casablanca, l'offre est généreuse. Alors pourquoi cette hausse ? Nous sommes approvisionnés à partir de la région du Souss. C'est le principal fournisseur en légumes pour le marché de gros. La faible production et la forte demande ont donné la hausse des prix, en dépit de la variété des produits. L'absence des produits agricoles bourgs complique davantage la donne. En attendant une amélioration des prix, consommateurs et clients espèrent une bonne saison agricole, condition sine qua non pour une baisse des prix. Art plastique pour clore cette édition, nous nous intéressons au travail artistique de Abdelfattah Bellali. L'artiste a fait des débris retrouvés sur la zone frappée par le séisme d'Al-Haouz de vraies œuvres d'art. Une manière pour lui de rendre hommage aux personnes sinistrées. Terre de mon pays, c'est le nom de cette exposition organisée à Tanger. Reportage de Anissa Boumedi avec Maria Aouad et Jihad Libri.
Redonner vie à ce qui a péri, c'est aussi une manière d'extraire la beauté des ruines, comme une volonté de célébrer l'élan de vie face à la tragédie. Récolter dans les villages touchés par le séisme, des objets brisés pour la plupart constituent la matière première de cette exposition hommage à toutes les victimes d'Al Haouz. J'ai pris l'initiative d'organiser cette exposition après avoir constaté les dégâts considérables liés au séisme d'Al Haouz. Je suis allée dans les différents villages touchés par la catastrophe et j'ai récolté tout un tas d'objets que j'ai utilisés pour en faire des œuvres vivantes. Des éclats de céramique brisés se retrouvent intégrés sur l'étoile de l'artiste, comme une volonté de célébrer l'avant et l'après, mais surtout l'inébranlable transe des émotions et des affects. Je connais très bien ce peintre et il m'inspire dans tout ce qu'il fait. C'est une personne unique en son genre car il se réinvente à chacune de ses expositions. Dans celle-ci, non seulement il ressuscite les souvenirs, mais aussi les disparus de la tragédie d'Al Haouz. C'est une sorte d'hommage qui m'émeut beaucoup. Peindre et chanter la vie dans toute sa fragilité. Telle est la volonté de Abdel Fattah Blali, alchimiste de la matière qu'il transforme en art. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.